Ils font l'histoire en première partie de soirée sur France Télévisions. Stéphane Bern et Franck Ferrand sont les invités de Medial Magazine. Stéphane Bern et ses secrets d'histoire sur France 2. Franck Ferrand qui présente L'ombre d'un doute sur France 3. Bonjour, ça y est, on est installé. Bonjour. Tout va bien. Bonjour. Bienvenue. Merci, je crois que c'est la première fois que vous êtes invités ensemble pour parler de vos émissions historiques à la télévision. Parce que dans la vie, on se... Oui, c'est ça, vous vous connaissez bien. On est les meilleurs amis du monde. Depuis très longtemps. Depuis 20 ans. 20 ans à peu près. Vous avez travaillé ensemble? Oui, bien sûr. Et puis quand on écrit quelque chose, on fait lire d'abord à l'autre. D'accord. Stéphane est toujours mon premier confident. Dès que j'ai un doute, quelque chose, je l'appelle, je lui demande ce qu'il en pense. Et vous avez sorti un livre ensemble il n'y a pas très longtemps, je crois, Portrait de cour. On a fait deux, même. On a fait Au cœur de l'Écosse il y a quelques années, et récemment, voilà, les portraits de cour sur la peinture officielle. Et... Bon. Franck, je crois qu'au début, vous étiez un peu dans l'ombre de Stéphane Bern, c'est-à-dire vous participiez à ses émissions, oui, c'était facile. Vous êtes plus heureux maintenant dans la lumière, si j'ose dire? Oh, moi, je ne cherche pas forcément la lumière, mais je ne fais pas tout à fait la même chose que Stéphane. C'est-à-dire que moi, ce qui m'a toujours passionné, et ça depuis l'enfance, sont les énigmes historiques, c'est tout ce qui pose problème, je vais toujours chercher les choses un peu bizarres, un peu étranges. Stéphane est plus dans la grande histoire, les belles histoires, enfin, me semble-t-il. Il y a un peu dans les secrets, quand même, qui ont un rapport avec les énigmes. Les secrets ne sont pas forcément, évidemment, l'énigme. C'est-à-dire que lui, c'est vraiment une enquête policière, pratiquement, sur l'histoire. Mais au fond... la matière première est la même et on la raffine différemment. Ouais. C'est drôle que quand il y a plusieurs émissions sportives ou plusieurs émissions musicales, les gens ne les mettent pas en rivalité, mais beaucoup de gens ont essayé de nous opposer l'un à l'autre, alors qu'en réalité, on est non seulement complices, on est solidaires comme les doigts de la même main. Donc, et ce qui est amusant, c'est que bien avant qu'on ne fasse de la télévision l'un et l'autre, alors Stéphane en fait depuis beaucoup plus longtemps que moi, on avait déjà les mêmes points de vue sur les choses. Je me rappelle de conversations qui remontent effectivement à une vingtaine d'années. L'un commençait une phrase, l'autre la terminait. Alors on a des points de vue qui sont, c'est vrai, assez souvent assez proches. On va comparer. On partage notre repas avec vous. Est-ce que je peux en placer une? On va comparer quand même un peu vos émissions. Et pour ça, regardez d'abord deux extraits. Alors, le dernier secret d'histoire consacré à Jésus et le prochain Ombre d'un doute qui nous emmène à Venise. Pour la première fois depuis 1000 ans, Venise est occupée par des étrangers. Manine quitte le palais des Doges et nous sommes aujourd'hui dans son ultime résidence. Jamais les caméras de télévision n'avaient été autorisées à pénétrer dans ce somptueux palais sur le Grand Canal, à 2 pas du pont du Rialto. La basilique de la Nativité à Bethléem. Depuis des siècles, les chrétiens y célèbrent la naissance de Jésus. C'est aussi l'une des plus vieilles églises du monde puisqu'elle fut bâtie dès le IVe siècle de notre ère par l'empereur romain Constantin le Grand. Alors, un homme nommé Jésus qui avait frôlé les 5 millions de téléspectateurs, je crois que c'est l'une des meilleures audiences de Secrets d'Histoire. Le mois précédent, c'était Picasso, qui avait beaucoup moins bien marché. Oui, Picasso marche moins, c'est un peu normal. C'est quoi, l'art fédère moins de la religion? Il y a le problème de l'art, d'une part. Dans une émission d'histoire comme Secrets d'Histoire, c'est vrai que ce qui pose peut-être problème, d'abord c'est l'ancienneté. 40 ans, célébrer les 40 ans de la mort de Picasso, c'est moins important que 2000 ans d'histoire. Puis c'est une question presque discutable de savoir si on peut s'interroger en tant que Jésus, en tant que personnage historique. Je veux dire, il y a là une vraie question en soi. Ah, donc c'était un peu polémique, c'est ce que vous voulez dire. Ça a été polémique. Moi, j'ai suivi l'émission sur Twitter. Et ça m'a fasciné de voir qu'il y avait à la fois des laïcs qui pouvaient me reprocher, quelques-uns, de faire, après le Vatican, Jésus, en disant est-ce que c'est la place du service public de parler à ce point, mais c'est un Jésus historique. Et c'est vrai que, par exemple, on explique je ne dis pas qu'on explique, la foi vient sans doute étayer un certain nombre de mystères, comme par exemple la multiplication des pains, ou en tout cas la transformation de l'eau en vin. La virginité de Marie aussi. Alors, les gens l'expliquent dans l'histoire. C'est vraiment dans Secret d'Histoire, il y a des historiens qui traitent Jésus comme un personnage historique. Et beaucoup de chrétiens, les plus intégristes, m'ont écrit en me disant mais vous démystifiez Jésus. En même temps, quand vous réunissez 5 millions de personnes, je crois que voilà, il y a quand même un consensus qui s'est fait sur l'émission. Vous dites qu'on a plutôt réussi. On a plutôt réussi Paris, et la plupart des avis étaient favorables. On va vous titiller un petit peu et on commence quand même avec Thomas. Vous aviez fait un édito ici même, assez beau cœur. Oui, c'était en janvier dernier parce que à une semaine d'écart, vous avez traité l'un comme l'autre le même sujet à peu près. C'était sur Molière. On apprenait notamment que Corneille était l'un des auteurs de. Ça c'était mon point de vue parce que Stéphane n'a pas. Mais c'était aussi, ça apparaissait
passait, il y avait aussi cette question-là dans l'autre. Et il y avait même certains témoignages en commun hein, dans les deux. Je vous rappelle, c'était une semaine Molière. C'était une semaine théâtre. Donc il y avait une thématique qui était ouvertement annoncée sur France Télévisions, qui était de dire voilà. Oui, mais franchement, une semaine près, on avait un peu l'impression de voir la même émission, très honnêtement. Il peut y avoir quelques erreurs de programmation. Nous-mêmes, on est d'accord sur un point, c'est quand l'ombre d'un doute est le lundi et que Secret d'Histoire est le mardi, on dit que c'est un peu dommage. Oui. Moi, je suis ravi que France 3 ait diffusé la nôtre, hein, donc l'ombre d'un doute, parce que c'est une affaire qui me tient à cœur. Je me bats depuis des années pour faire comprendre au public que c'est Corneille qui a écrit les pièces de Molière, que Molière est un directeur de troupe, que c'est un acteur, que c'est un merveilleux homme de théâtre, mais que ce n'était pas un auteur. Et donc je trouve magnifique qu'une chaîne de service public, et c'est sa mission en même temps, ose diffuser une thèse aussi choquante pour certains à une heure de grande écoute. Je trouvais ça formidable. Alors Stéphane avait un point de vue, lui, plus classique du point de vue plus consensuel. Plus historique, si vous permettez. Non, on ne peut pas dire plus historique, puisque nous apportions des preuves qui sont toutes historiques. Donc on ne peut pas dire que la thèse officielle est plus historique que l'autre, puisque au contraire, j'estime moi que la vérité historique, c'est bien que Corneille a écrit les pièces de Molière. Mais je crois que c'est quand même une version très controversée. Oui, c'est très controversé. Alors on ne va pas pouvoir se lancer dans un débat d'historien. De l'histoire. Mais en revanche, ce qui est intéressant, c'est que le succès de vos émissions, forcément, vous expose aux critiques, un peu comme le succès du livre de Laurent Deutsch, d'ailleurs, Métronome l'a exposé aux critiques, notamment celle des auteurs d'un livre collectif intitulé Les historiens de garde, qui vous accusent de valoriser, c'est pas sympa, un passé idéalisé et fabriqué contre ce qui vous déplaît dans le présent. On va écouter, ensuite vous pourrez répondre, l'une des auteurs, c'est l'historienne Aurore Chéry, qui quand même dit que vous êtes des bons présentateurs. Il raconte bien en tant que présentateur, c'est bien, mais après, d'un point de vue historien, c'est pas pour rien qu'on les a rangés dans les historiens de garde. C'est qu'ils défendent une vision de l'histoire qui est très stéréotypée et qui est souvent fausse. Le passé fantasmé, c'était mieux avant. C'est-à-dire, avant, c'était harmonieux, il y avait une cohésion dans la société. Ça, c'est ce qu'on retrouve un peu chez tous les historiens médiatiques. Et ça, évidemment, c'est complètement faux. Il n'y a jamais eu de période idéale. La vérité historique, souvent, est plus passionnante qu'une chose qu'on va vouloir réécrire et représenter de manière plus séduisante pour le public. L'histoire en elle-même, déjà, ce qu'on peut trouver sur les sources, est souvent très surprenante. Et on n'a pas besoin d'aller chercher des choses plus spectaculaires pour les mettre en scène. Franck Ferrand, dans l'interview, on n'a pas tout mis, elle vous reproche aussi d'être conspirationniste. Conspirationniste. Ouais. Et tu m'avais caché ça. Bon, là peut-être, je sais pas. Est-ce que ça vous touche, ces critiques? Non, honnêtement. Vous êtes historien de formation, vous avez fait Sciences Po. Ce livre, si pour autant que je sache, parce que je vous avoue que j'ai vu ça d'un petit peu loin, mais ce livre parle de la restauration du roman national. Moi, j'assume cette dimension-là. J'assume cette dimension de la belle légende qu'il faut mettre en valeur et qui permet à tout le monde de se retrouver. Ça fait partie des missions de l'histoire aussi, d'offrir des valeurs communes aux gens. Après, la critique que je viens d'entendre là à l'instant, alors là, j'en tombe des nues, puisque comme je viens de le prouver à l'instant sur Molière, mais je pourrais en dire autant sur Alésia, sur la mort de Napoléon, sur un grand nombre de sujets, moi je suis au contraire celui qui constamment affronte la communauté universitaire et apporte de nouveaux éclairages sur les choses. Alors on ne peut pas m'accuser d'être conformiste et je ne sais quoi. Conspirationniste. Alors conspirationniste, n'en parlons même pas. Non, la chose qui me... alors à l'inverse de Franck, je ne suis pas historien. Et je n'ai jamais prétendu être historien. Je suis un raconteur d'histoire. Par contre, j'ai l'humilité, juste d'un mot, j'ai l'humilité dans le secret d'histoire de me mettre derrière les grands historiens. On est très didactique sur la forme, mais très pointu sur le fond. On laisse la parole aux plus grands historiens et à chacun des téléspectateurs d'aller acheter les livres ensuite des grands historiens qui, sans notre vitrine, n'auraient certainement pas accès aux grands médias. Alors, on a une historienne sur le plateau, c'est Isabelle Véramasson, qui n'est pas seulement sociologue des médias. Qu'est-ce que vous pensez des émissions de Stéphane et Franck ? Je suis historienne et surtout je suis spécialiste à la médiatisation de l'histoire. Donc, ce qui me frappe, c'est votre ressemblance avec la vieille tradition de la caméra explore le temps, dans lequel il y avait ces fameuses énigmes avec des faux débats. C'est-à-dire les deux historiens se disputaient alors qu'ils étaient d'accord. Pas du tout. Et pour bien connaître Alain Decaux et pour avoir très bien connu André Castelot, je peux vous assurer qu'ils n'étaient pas d'accord. Alors, vous voyez, ça prouve qu'on peut avoir deux versions de l'histoire, parce que moi, André Castelot m'a dit qu'ils inventaient leurs différends. D'accord. Il les scénarisait. Alors, c'est intéressant, parce que vous pensez qu'il y a une scénarisation, évidemment.
scénarisation, évidemment. Évidemment, vous me dites que vous avez une formation d'historien et donc vous jouez à contre-rôle. Et vous dites que vous n'avez pas... aucune formation d'historien. Et en revanche, vous êtes totalement dans la lignée de votre travail qui est de s'intéresser aux grands hommes. Parce qu'en fait, ce que montrent les secrets d'histoire, c'est surtout cette valorisation du grand homme. Ce qui pose un problème pour les historiens, puisque le grand homme n'est qu'un tout petit moment ou un moment important de l'histoire. Est-ce qu'un jour vous ferez l'histoire des pauvres? Mais alors, je vais vous répondre. C'est-à-dire, à travers eux... Des sans-grades et des inconnus. Non, bien sûr. J'en suis moi-même, vous savez, j'ai le chromosome populaire, donc franchement, moi je suis issu. Je pense que je n'aurais jamais été admis dans les cours dont je parle parfois. La seule chose qui m'intéresse, c'est qu'à travers un grand homme, on raconte une époque. Quand par exemple je raconte François Ier, c'est l'histoire de la médecine, c'est l'histoire de la gastronomie, c'est l'histoire de la mode, l'histoire des gens simplement. Mais évidemment, on s'appuie sur un personnage emblématique, une figure symbolique du roman national, certainement. Et là où je rebondis sur ce que dit Franck, je crois qu'on doit scénariser, on doit être didactique dans la forme, on doit ramener les Français à leur histoire, parce que c'est ce qui va les rassembler. Et je vais vous dire, mes ancêtres n'étaient pas gaulois. Je peux vous raconter mon origine, vraiment, j'ai pas du sang gaulois. En revanche, j'ai envie d'y croire. Et j'ai envie de m'intégrer dans ce pays. Vous voyez bien qu'il y a un problème entre l'envie d'y croire qui est le mythe et l'histoire qui est l'anti-mythe. Mais absolument, mais donc, encore une fois, je m'appuie sur les historiens. Réponse de Franck Ferrand. Quand on attaque un mythe, vous le défendez, pour ce qui est de Molière. C'est assez amusant. Bon. Par ailleurs, vous nous dites, quand parlerez-vous des pauvres, etc. Je pense que c'est très précisément ce dont est en train de... C'est ce qui explique la mort de l'histoire dans une partie du public. Il faut bien comprendre, et moi je reçois des lettres tous les jours, de jeunes gens qui me disent « Ah, si seulement on pouvait avoir des cours d'histoire comme ça. Ah, si seulement vous pouviez être mon prof d'histoire. On nous ennuie à l'école. Pourquoi? Parce qu'on leur parle de la féodalité. On les fait travailler sur des textes. On fait des débats sémiologiques sur un certain nombre de concepts du passé. On a une histoire dématérialisée, une histoire qui est désincarnée. Ce que nous faisons, nous, c'est que nous remettons de la chair, du sang, de la vie dans ces choses. Trois passions humaines, l'amour, le sexe et l'argent. Allez, je vous interromps parce que je voudrais qu'on prenne quand même une minute pour 2-3 petites questions d'actu, de mercato par exemple, ça nous intéresse toujours. Stéphane Bern, je ne sais pas pourquoi je me tourne vers vous. Tiens, est-ce que vous pourriez remplacer Alessandra Sublet sur France 5 à 19h? Est-ce que je pourrais Je pourrais, je crois. Est-ce que vous voulez... Quand elle m'a proposé de faire son émission, je crois que ça a assez bien marché. Oui, c'est vrai. Est-ce que vous le souhaitez? Je ne le souhaite pas. Bon. Je souhaite continuer ce que je fais, c'est-à-dire, on m'a fait quelques propositions, j'écoute toujours les propositions, mais j'ai qu'une envie, j'ai creusé un sillon depuis 4 ans, qui est comment ça va bien l'après-midi, en dehors du secret d'histoire, du village préféré, de la maison préférée, du jardin préféré. Et j'allais dire, vous êtes le couteau suisse du PAF, parce que peut-être, j'adore faire le grand écart, vous savez, puis voilà, c'est mon côté... Ça rend souple et ça exactement, j'ai cette souplesse-là en tout cas. Mais j'ai creusé mon sillon à l'après-midi. Vous voulez rien de nouveau à la rentrée, c'est ça le message? Je suis. Je ne veux rien de nouveau, franchement. Sincèrement. Bon, ok. Franck Ferrand, vous creusez le sillon de l'histoire. Oui, moi c'est mon domaine. Vous voulez pas faire autre chose? Ah non, non, pas du tout. Mais c'est que je ne saurais pas. Moi, contrairement à Stéphane, je pense que je ne saurais pas. Moi, c'est ce qui me passionne. J'ai toujours vécu par et pour l'histoire et je suis dans le monde de l'histoire. Je suis ravi que ça continue aussi bien à la télévision qu'à la radio pour l'année prochaine. Vous parliez d'Europe 1, je vais donner un chiffre. 1 million de téléchargements par mois de votre émission au cœur de l'histoire sur Europe 1. C'est la 3e émission la plus podcastée après 2 émissions d'humour. Sur Europe, après 2 émissions d'humour, donc ça c'est très bien. Et Europe qui est loin devant RTL dans les émissions, dans les radios les plus podcastées. Voilà. En termes d'audience, je peux me permettre. RTL reste la première radio de France. Mais comment on explique pas sur Internet? Parce que notre public, je vais vous dire, répondre simplement, notre public ne podcaste pas. Notre public nous écoute sur des transistors. Et c'est un peu plus âgé. D'une certaine manière. On va comprendre ça comme ça. Mais, et en même temps, bon, on est en